Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Plus de 14 milliards de francs CFA seront réduits au crédit budgétaire affecté aux dépenses de carburant et de produits alimentaires en 2019. Le processus d'achat de véhicules et de billets d'avion seront également revus pour réduire le train de vie de l'État. C'est ce qu'annonce le gouvernement malien. Alors, quelle appréciation de cette mesure? 3 économistes sont invités sur ce plateau. Professeur Mamoutou Soumaré, il est économiste, membre du Centre de recherche et de réflexion sur la corruption au Mali. Professeur Oumar Boiré, directeur du Centre de recherche en sciences économiques et sociales. Il est également membre du think tank UEMOA. Et Khalid Dambélé, économiste aussi et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, chargé de cours au complexe universitaire de Kabbalah. La primature et le ministère de l'économie n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La première question à vous, professeur Boiré. Quelle appréciation faites-vous de cette mesure annoncée par le gouvernement du Mali? Monsieur Touré, je pense que c'est une bonne initiative. Dans le jargon traditionnel chez nous, on dit qu'au Kamébanyem reflet. Alors, si le gouvernement donne le temps, c'est une bonne mesure. Et parmi la liste des services contactés, il y a la présidence de la République également. Et je pense que c'est une bonne chose, même si la réduction me semble pas très élevée, parce que ça représente à peu près 17,82% de l'augmentation des dépenses publiques. Alors, il faudrait, ça cibler les produits alimentaires, les billets d'avion et les voyages, mais il y a aussi d'autres éléments qui, dans le court terme, grèvent les dépenses du Mali. Quand on était à la primature, on avait identifié, le Mali importe du lait, importe de l'huile, ça c'est des produits qui auraient pu être faits au Mali. Et dans notre rapport sur la population, la production et la consommation au Mali, on avait identifié par région tout ce qui est produit et tout ce qui est consommé et les industries qui peuvent être créées dans chaque région pour réduire l'hémorragie financière due à l'importation de ces produits. D'accord. Donc déjà, vous pensez que cette mesure est une bonne mesure, même si ça reste pour le moment une annonce. Oui. D'accord. À vous, professeur Soumaré. Merci bien. Avant de me prononcer sur la mesure en elle-même, j'ai été un peu étonné, à un mois du vote du budget, que de telles mesures soient annoncées. En général, dans tous les pays africains, on voit ce genre de mesures à partir de juin, juillet. C'est-à-dire que le processus s'est déjà engagé, les dépenses ont été engagées, et on se rend compte à un certain moment qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité, où on se trouve confronté à des blocages. Et là, le budget a été voté en décembre. Et à moins d'un mois après, on annonce ce genre de nouvelles. Ce genre de nouvelles, comme disait le doyen Boiré, c'est minime. À titre d'exemple, les 2 vérificateurs généraux, en 14 ans, ils ont constaté qu'il y avait eu 741 milliards d'anomalies, de fraude ou de mauvaise gestion, ce qui correspond en 14 ans à une moyenne de 52 milliards de francs CFA. Disparu. Mauvaise gestion, fraude, dans les 2 rapports. Le premier rapport de 2004-2010, c'était 383 milliards. Le deuxième rapport 2011-2017, c'était pour 70 milliards, 106 milliards de fraude et 252 milliards de mauvaise gestion. Donc 52 milliards par an qui disparaissent dans la fraude et la mauvaise gestion. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de lutter effectivement contre cette fraude, contre cette mauvaise gestion, plutôt que d'annoncer un petit 14 milliards qui, au demeurant, peut se régler facilement.
quand on dit que les billets d'avion, beaucoup de pays imposent la deuxième classe à tous les fonctionnaires. Il n'y a pas à dire que le fonctionnaire ira, le ministre il ira en première classe. Il y a des pays qui imposent la deuxième classe à tout le monde. À partir du moment où il y a la deuxième classe est imposée à tout le monde, on n'a pas à dire qu'on va réduire les billets d'avion. Pour les véhicules, il faut fixer un montant. Pourquoi on a forcément besoin d'acheter les véhicules, les 4x4 les plus chers du marché? Il faudrait fixer un montant. Donc on reviendra peut-être sur ça dans la suite. Tout à fait. À vous, Khalid Dambélé. Partagez-vous les analyses de professeur Boiré et professeur Soumari? Oui, en soi, moi je pense que la réduction du budget est une nécessité. L'initiative en soi, elle est bonne. Moi je pense que lorsqu'on regarde la situation de nos maigres ressources, cela va de soi. Mais il y a quand même un aspect que mes prédécesseurs viennent d'évoquer, c'est effectivement le montant même de la chose. Mais au-delà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre en considération aussi le timing. Après tout, rien n'existe hors contexte. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un front social qui est en pleine ébullition à travers ce qu'on appelle les grèves incessantes ici et là des catégories socio-professionnelles. Tout cela nous renvoie à une question, ce qu'on appelle la bonne répartition des ressources, parce que quelque part, ceux qui sont en grève aujourd'hui, ils sentent que quand même, est-ce qu'ils sont pas mal payés. Donc, on a l'impression que quelque part, il y a des gens qui veulent quand même que leur situation de travail soit améliorée. Donc, lorsqu'on regarde ce contexte et qu'on regarde la déclaration du Premier ministre, selon la note, qui d'ailleurs, pour moi, est une note de fuite, parce que ça veut dire quoi? Quand vous dites on va diminuer les budgets sur l'alimentation, on va diminuer les budgets sur les billets d'avion, on va diminuer sans pour autant préciser exactement la section, sans pour autant préciser exactement le département, sans pour autant. Donc ça reste une déclaration, ça reste, à mon sens, vous allez peut-être m'excuser, mais une affirmation gratuite qui, aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'il va commencer à couper. Très exactement. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la loi de finances, qui d'ailleurs a été votée en décembre passé, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, comme l'a dit, les dépenses de l'État augmentent. Par rapport en 2018 d'ailleurs, déjà en 2018, si vous revenez sur la loi de finances 2018, vous pouvez remarquer que les 8 premières institutions du Mali, à commencer par la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, en passant par les différentes cours, les 8 institutions bouffent plus de 50 milliards en budget de fonctionnement. Rien qu'en budget de fonctionnement. Ça, c'était en 2018. Quand vous prenez la loi de finances 2019, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, rien que pour la présidence, quand vous partez dans la catégorie acquisition-service, il y a eu une augmentation de plus de 61%. C'est considérable. Quand vous revenez aux sécurités d'État, il y a eu une augmentation de 59% pour la catégorie achat de biens. Quand vous revenez, si vous voulez, à nos différents ministères, comme par exemple le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, vous pouvez remarquer qu'il y a eu une augmentation de 18% pour charge des personnels. Quand vous quittez cela, et que vous revenez au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Reconstruction citoyenne, c'est 25% pour reconstruction et grosse réparation des meubles. Quels meubles? Quand on dit acquisition des services pour la présidence, quels sont ces services-là? Quand on dit par exemple charge de personnel, il faut nous spécifier quelles sont ces charges-là. Après tout, la rationalisation, ça commence d'abord par nous dire où va l'argent. Avant de dire on va commencer à couper ici et là, il faut dire voici une loi de finances qui a été votée à hauteur de 2410 milliards de dépenses. Où est-ce qu'on va mettre cet argent-là? Voici la traçabilité, là où ça va aller. Comme ça, après, on peut revenir sur ces débats de... moi, je pense qu'aujourd'hui, l'initiative en soi, elle est bonne pour terminer. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un coup de com' pour dire qu'il y a un front social qui veut une amélioration des conditions de travail? Le gouvernement fait un petit geste pour dire qu'on coupe le budget. Le fond aujourd'hui, c'est ailleurs. On va parler du fond tout de suite. Ça m'a même posé la question de Aliou Al-Djoumat sur Facebook. Il demande pourquoi cette réduction du train de vie de l'État maintenant. Professeur Soumari, pourquoi maintenant? Je pense que, il vient juste de vous l'expliquer, c'est parce que effectivement, on se rend compte qu'au Mali, on est comme la Chine à un moment donné, on est un régime divers personnes. C'est-à-dire que vous avez, au niveau de la fonction publique, vous avez un gap immense entre ceux qui gagnent
moins de 100 000 et moins de 200 000 francs, et ceux qui ont des salaires très importants. Il y a également l'environnement international. Par exemple, la crainte qu'un mouvement genre Gilets jaunes n'apparaisse ici. Donc c'est une opportunité de faire un peu de communication, mais sans aller dans le fond des choses. Par exemple, mon prédécesseur vient juste de le dire, quand vous allez vous lisez les crédits qui ont été ouverts, l'ouverture de crédits, donc il y a la liste de tous les crédits, vous vous rendez compte que ce n'est pas les carburants qui sont les postes dans beaucoup de ministères les plus importants. Vous avez des services où c'est marqué sur la ligne Internet, 400 millions, 500 millions, Internet, plus que les carburants dans les services. Comme il vient de le dire, où va cet argent? Internet. 400 millions pour Internet. Et on peut citer ces exemples à foison. Donc, c'est une annonce qui va plaire à un certain électorat, mais ce n'est pas une annonce qui va réellement avoir un impact sur la trésorerie de l'État. Le montant est trop insignifiant. Il vient de le dire. Dans la déclaration, il disait qu'il invitait les ministères. Il invite les ministères. Ce n'est même pas il oblige les ministères, c'est qu'il invite les ministères à réduire la consommation d'essence et de dotation alimentaire. Vous avez certains fonctionnaires qui gagnent 150 000, 175 000, 200 000 et sont contents d'avoir leur lait à la fin du mois. Tout le monde n'est pas aisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puits à dépenses qu'on pourrait économiser. Allons par exemple aux locations. Plus de 2 milliards dans les locations. 600 millions pour les logements. Les logements de qui? C'est ça qu'il faut aller analyser. Alors, professeur Boiré, il a dit que c'est une annonce, une invitation au lieu d'une obligation. Alors, peut-on s'attendre à l'application déjà de cette mesure aussi? Oui, à mon avis, compte tenu du fait que le montant est minime, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils appliquent la chose. Alors, si c'est minime, est-ce que ça va servir à quelque chose? Oui, vous savez, quand on commence une démarche pareille, c'est difficile de revenir en arrière parce que le gouvernement fait face à une société civile en ébullition. Ils veulent quand même montrer qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent, qu'ils sont en train malgré tout de faire un effort, à commencer par eux-mêmes. Et donc, revenir sur ça ne ferait que mettre le feu aux poudres. Donc, de mon point de vue, ça sera certainement appliqué. Mais il y a beaucoup de postes, comme mon prédécesseur l'a dit, où il y a une hémorragie financière incroyable dans notre pays. Prenez par exemple le cas des meubles. Moi-même, j'ai eu à écrire une note confidentielle au moment où j'ai quitté la primature concernant l'achat des meubles. Chaque année, les nouveaux ministres qui viennent, s'achètent de nouveaux meubles. Et ces meubles sont importés de Dubaï. C'est des transactions entre les DFM et les commerçants et les intermédiaires, alors qu'on pourrait les fabriquer au Mali. Non seulement ça réduirait leurs coûts, deuxièmement, ça va créer de l'emploi au Mali. Mais non, on préfère acheter des meubles flambant neufs dans tous ces pays. Ça grève le budget, je l'avais signalé. Je crois qu'il y a eu une note de service d'ailleurs qui est sortie au sujet de ça par le Premier ministre de l'époque. Mais à mon avis, dès qu'il a quitté la primature, je crois qu'on a mis ça aux oubliettes. Alors du coup, on revient. Il y a plein de secteurs comme ça où l'argent en sort. Le lait, par exemple. On fait du lait au Mali. Mais on importe du lait. L'huile aussi, pareil. Toutes ces choses peuvent être faites au Mali à moindre frais. Mais on préfère les importer parce que quand on importe, évidemment, il y a une transaction financière entre les DFM et les commerçants. Et les gens ne veulent pas abandonner ce privilège qui tire de l'État et des deniers publics. Et tant que ces choses-là ne seront pas regardées de près, afin de réduire l'argent que le Mali dépense pour son importation, le problème restera le même, sans compter les voyages. Alors le gouvernement s'est-il trompé de mesures à prendre? Non, pas qu'ils se soient trompés. Ils ont attaqué les projets qui peuvent
limité sans attirer beaucoup de tensions. Des tensions par qui? Par les ministres? Tensions au niveau de des femmes, ceux qui profitent de la situation actuelle. Mais ça fait peur si les gouvernants ont peur des personnes qu'ils payent, notamment les oui, DFM. Mais ça, c'est les caractéristiques des pays faibles. Vous voyez, les DFM, il paraît qu'il y a certains qui ont refusé la passation de services récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, ça c'est quelque chose de normal. Ça, c'est des fonctionnaires qui sont employés par l'État. Et Gendre, au nom de quoi ils refusent de passer la main s'ils doivent aller à la retraite? Le Mali est-il aussi faible? Oui, nous sommes un État faible. Pourquoi nous sommes un État faible? Prenez l'exemple depuis 1960 à nos jours. Quand vous faites le lien entre la précarité économique que les citoyens vivent dans le quotidien et que vous faites le lien avec l'extrême pauvreté et la déliquescence justement de l'État, vous vous rendrez compte que c'est tout simplement cette faiblesse de l'État qui fait qu'aujourd'hui, 47,2% des Maliens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Un exemple beaucoup plus révélateur, on ne va pas aller loin. En 1960 déjà, le Mali avait plus de 32-34 industries en son nom, industries publiques. De 1960 à 68, après le coup de Moussa Traoré, avec 83, on est revenu dans la zone UEMOA avec les politiques d'ajustement structurel. De cette période à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On détruit justement l'industrie nationale. Mon prédécesseur vient de l'évoquer tout à l'heure. On importe des produits qu'on peut facilement fabriquer chez nous. Aujourd'hui, quand tu regardes la répartition des budgets au niveau de la loi de finances, qu'est-ce qu'on constate? C'est l'agriculture qui vient en première position avec 15% du budget, dans l'optique de satisfaire la volonté présidentielle. Là, encore une fois, j'ai l'habitude de le dire sur votre plateau, ça pose la question justement de la vision stratégique de développement. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas développer un pays sur la base justement de l'agriculture, du secteur agraire, parce qu'en termes de chaîne des valeurs, c'est minime comparativement à l'industrie. Nous sommes faibles, encore une fois, en termes d'insécurité. Quand vous regardez juste le Mali avant 2012 et le Mali d'aujourd'hui, c'est tout sauf deux choses et leur contraire. Quand on regarde qu'aujourd'hui, même à Bamako, tu ne peux plus sortir à partir de 18h et 19h sans avoir crainte dans le ventre, ça fait peur. Au-delà de cela, quand vous avez des catégories socio-professionnelles, confondues d'ailleurs, qui partent en grève n'importe comment, n'importe quand et quand ils le souhaitent, parce que tout simplement, parfois, ils n'ont pas ce cadre de dialogue avec l'autorité en place. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça si c'est dans la faiblesse. Juste pour revenir un peu sur l'intervention de M. Soumari. Moi, je pense que cette histoire de rationalisation du budget est tout simplement un trompe-l'œil. Pourquoi? Il y a un principe budgétaire qui dit la chose suivante. Parmi les 5 principes ou 6 principes, il y a ce qu'on appelle principe de spécialité budgétaire. Vous devez dire aux gens, voici où va le crédit. C'est ce que le principe nous dit. C'est-à-dire qu'il est imposé aux autorités budgétaires de dire, non seulement aux parlementaires, mais d'expliquer au peuple dans la répartition du budget. Voici où va partir le budget. Donc, rien qu'à travers l'exemple que lui vient de donner, on voit même que dans l'élaboration de la finance 2019, il y a même une violation flagrante avec ce principe-là. Encore une fois, pourquoi c'est de la poudre aux yeux? Quand vous regardez encore une fois les déplacements du président de la République, les taxes aéroportières, les personnels avec lesquels il se déplace, les hôtels dans lesquels il se loge, ça nous coûte des millions et des millions de francs CFA. Pourquoi ne pas commencer à couper là-bas? Pourquoi on va couper le lait du simple fonctionnaire qui travaille au niveau du ministère? Pourquoi on va couper le produit alimentaire d'un simple citoyen qui, par exemple, ne gagne que 200 000 et compte justement sur ces dons en nature là pour pouvoir arrondir la fin du mois? L'exemple ici est tout simplement mal pris. L'initiative en soi, peut-être elle est bonne, mais je pense que quand on analyse au fond, on voit qu'il y a une diversion, il y a une plaisanterie qui cache la réalité. Et je rappelle que nous avons sollicité la participation de la primature et du ministère de l'économie en vain à ce débat. Une autre question sur Facebook, c'est Doudolo qui pose cette question, vous l'avez abordé, professeur Soumari. Il demande les fonds de souveraineté alloués au président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas réduire ces budgets si l'État souffre? Une très bonne question, dont malheureusement nous n'avons pas la réponse. Ces fonds de souveraineté, ils ont un objectif.
Ce fonds de souveraineté ne veut pas dire qu'ils ont le droit d'y piocher et d'en faire ce qu'ils veulent. Ils doivent rendre compte de ce qu'ils font à la fin de l'exercice, ils doivent rendre compte de l'utilisation. On a mal interprété cette notion de fonds de souveraineté ou de caisse noire. C'est un montant qui est alloué à ces autorités-là pour qu'ils n'aient pas à chaque fois à demander, à faire des demandes, alors que le budget est voté une fois pour toutes. On ne peut pas revenir, à moins de faire la loi rectificatrice et de demander des fonds. Mais ce ne sont pas normalement des fonds qu'ils doivent utiliser pour leur plaisir personnel. Ils ont des destinations sociales, etc. Normalement, ça ne doit pas être le cas, mais est-ce que cette mesure est respectée? Non, cette mesure, vous savez très bien qu'en Afrique, rien n'est respecté, notamment en matière de dépenses budgétaires. Mais un autre point, le gouvernement n'a jamais pensé à réduire le nombre de ministères. Monsieur Boiré parlait tout à l'heure du renouvellement des meubles. Effectivement, chaque fois qu'un nouveau ministre, il renouvelle sa garde-robe, il renouvelle les meubles, il renouvelle parfois même les véhicules. On est maintenant à 32 ministres. Vous imaginez le coût d'un ministère. Il y a des pays plus développés, plus riches, des pays qui nous donnent de l'argent, qui n'ont que 20 ministres. On a ces ministères qui sont fantaisistes. On pourrait les regrouper. Le Mali peut bien se contenter de 15-17 ministères. Vous avez des ministères qui n'ont pas de direction régionale. C'est-à-dire que normalement, un ministère, il y a toute une déclinaison. Le ministère doit avoir des directions régionales. Il y a certains ministères qui n'en ont pas. Et ce que le gouvernement également oublie, c'est avec la création maintenant des nouvelles régions. Il va falloir mettre des directions régionales dans toutes ces régions, avec les coûts inhérents. Vous voyez, donc on a plein de possibilités de réduire les dépenses. Premièrement, diminuer le nombre de ministres. On peut très bien se contenter de 15-20 ministres au maximum. Supprimer les rangs de ministres, conseillers avec rang de ministre. Mais on supprime, c'est-à-dire que quand on dit avec rang de ministre, ça veut dire qu'avantage dû à un ministre. Il faut supprimer tout ça. Vous avez des fonctionnaires qui gagnent très bien leur vie, qui ont le logement, qui ont la gratuité de l'électricité. On peut supprimer tout ça, même si on les met au tarif social. Mais donc, je pense que... Et parlant de logement, professeur Boiré, il y a Madou Seydou Dolo qui pose une autre question. Il demande de faire l'état aujourd'hui des bâtiments qui ont été cédés, dont le peuple ignore les montants. Mais évidemment, les inventaires ne sont pas souvent bien faits ou sont ignorés. Si vous regardez du côté de l'école normale supérieure, les logements qui ont été construits du temps de Modibo pour les ministres. Bon, je ne sais pas ce qu'ils en font. Souvent, on met n'importe qui dedans. Mais toujours est-il que tant que l'inventaire du patrimoine immobilier de l'État n'est pas fait, c'est très très difficile de savoir exactement quel est le montant. Souvent même, c'est pas répertorié, les gens ne savent pas. Et comme les archives ne sont pas maintenues, et quand j'étais à la primature, je me suis battu pour que un local soit réservé aux archives. Les archives étaient par terre dans n'importe quelle sorte d'état. Bon, maintenant, certaines sont regroupées. Mais ça veut dire que quand j'ai regardé le problème avec une certaine rétrospective, je dis notre problème, c'est que nous venons d'une civilisation orale. L'écrit n'est pas notre affaire. Et les gens... Et le gouvernement qui vient, il prend des mesures, même si c'est bon pour le pays. Dès qu'il s'en va, celui qui vient après, il balaye tout, il recommence, et on ne tient pas compte de ce qui a été écrit. On regarde le cas de la structure que je dirigeais. Bon, mes collaborateurs se plaignaient en disant, vous écrivez tout ça, ils ne vont pas regarder. J'ai dit non, il faut écrire. Si ce n'est pas fait par le gouvernement actuel, les gouvernements qui viendront après vont s'en inspirer. Et je suis heureux de constater qu'ils ont ressorti les agropoles que nous avons créés pour pouvoir jeter les bases de l'industrialisation du Mali. C'est pour ça que ça a été fait. Mais c'est la Banque mondiale qui a poussé le gouvernement. Ils ont donné la bagatelle de 25 millions de dollars pour l'implantation des agropoles au Mali. Et je constate qu'ils commencent à s'occuper de ça. Et
Le comble dans l'affaire, c'est une dame qui s'occupait de la communication au ministère de l'Agriculture qui était chargée de superviser les projets sur les agropoles, des bureaux d'études qui devaient faire ce truc. Qu'est-ce qu'elle connaît de cette histoire? Simplement parce que le ministre l'a mis là. Alors, il y a des anomalies comme ça dans notre administration qui fait que, bon, les gens n'ont pas compris qu'il ne faut pas mettre des non-techniciens à des postes techniques. Je veux bien qu'on mette des copains ou des parents à des postes politiques, mais tout ce qui est poste technique, il faudrait mettre des cadres compétents. Et au Mali, il y en a. Il faut les mettre pour que le pays soit géré proprement. Et tant que ce n'est pas fait, bon, on en sera là. Et je reviens au problème qu'il a soulevé. Pourquoi on coupe ces laits et tout ce truc-là? C'est parce que c'est des avantages en nature que les fonctionnaires reçoivent à cause de leur bas salaire. Quand on était à la primature, on a demandé de revoir le salaire, de transformer tout ce qui peut être transformable d'avantage en nature en avantage réel pour que les fonctionnaires gèrent eux-mêmes leur salaire. Au lieu de leur donner une voiture, leur donner ceci, cela, il faut calculer tout ça et le donner en salaire réel. Et ils se chargent de la gestion de leur salaire. Quand quelqu'un a des tickets d'essence, un cousin vient le voir, il va donner un ticket de 10 000 francs. Mais si l'argent lui est donné, imputé sur son salaire, il hésitera à donner un ticket de 10 000 francs à son cousin. Donc il faut que les gens gèrent leur propre salaire. Et bon, malheureusement, on n'a pas pu faire cette réforme parce que son Excellence Atamli a jugé utile de fermer la boutique. Donc le travail n'a pas été fait. Regardez les ministres maliens et les fonctionnaires maliens. Quand ils vont à la retraite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, dans les ministères, demander des tickets d'essence. Après avoir servi son pays 40 ans, c'est pas normal. C'est des gens qui sont dans la misère. Et ces choses-là pouvaient être évitées si les salaires, les avantages en nature étaient inclus dans le salaire réel. Il n'aurait pas eu ce problème-là. D'accord. Parlons un peu de la note également qui est signée par le Premier ministre, la partie 3 qui concerne l'achat de billets d'avion. Il est écrit « Il m'est revenu de constater que les frais des missions à l'extérieur des agents de l'État deviennent de plus en plus élevés à cause des prix des billets d'avion liés à l'intervention des intermédiaires. » Pourquoi une intervention d'intermédiaires? Oui, parce que tu es dans un pays où tout simplement la corruption est minée du coup partout, dans tous les secteurs. Les gens veulent peut-être détourner le circuit normal, le circuit qui profite à l'intérêt général et se faire justement un peu d'argent. Quand on regarde le circuit intermédiaire, c'est pas nouveau, c'est pas comme si on l'apprend avec cette note du Premier ministre, on le savait déjà. C'est pourquoi d'ailleurs je dis que la note est un trompe-l'œil. Mais pour revenir à la question, pour dire que fondamentalement aujourd'hui la corruption est culturelle au Mali. Il y a des gens qui se plaisent dedans. Pourquoi contourner le circuit normal? Tout simplement parce que on veut faire plaisir à d'autres personnes, parce que tout simplement on veut détourner encore une fois l'argent du dernier public. Et c'est regrettable de voir que ça vient justement par les hauts fonctionnaires de la République, notamment à travers ceux qui doivent effectuer ces voyages ici et là. Encore, je voudrais... Certains pensent aussi que par intermédiaire, ils passent par un circuit qui revient à la famille, des agences qui appartiennent à des frères. C'est ce qu'on appelle ce type de... C'est une forme de corruption qu'on appelle corruption échange social. Corruption échange social, pourquoi? Au Mali, quand tu atteins un certain degré de fonction sociale, aider le frère, aider l'ami ou aider le proche devient une sorte d'obligation pour toi. Parfois même, les membres de ta propre famille sont prêts à te jeter des sorcelleries parce que tu n'as pas voulu répondre à certains de leurs besoins, ou ils constatent peut-être que tu es trop dur dans le traitement des faveurs. Donc, c'est cette forme de nos rapports sociaux les uns avec les autres qui, une fois, parvient à s'installer au niveau de la fonction de la République et mine tout le circuit et fait que parfois on se retrouve dans des situations pareilles où certains pensent que quand le grand frère ou le papa ou le tonton est dans un poste de responsabilité, ça devient de facto une responsabilité pour la personne, un devoir, une obligation de lui revenir en aide. C'est encore révélateur du type d'État que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi je dis cela? Quand vous regardez la configuration même de la société malienne, il y a des gens qui volent de l'argent et qui pensent que réellement c'est de leur droit que de voler. C'est une forme d'État patrimonial où on s'est dit que je suis le chef,
je peux me servir comme je le souhaite. Et après tout, c'est moi le chef quelque part. C'est justifié parce que nous sommes dans un contexte traditionnel qui dit que quelque part le chef peut se permettre de ces choses-là, même si ça ne répond pas aux aspirations collectives. Donc encore une fois, je pense que c'est une forme de corruption qu'on constate de façon générale en Afrique, mais au Mali avec un accent beaucoup plus particulier. Mais pour revenir aux histoires, quand vous prenez aujourd'hui le parc national, c'est à peu près 200 et quelques V8. Hein. V8, c'est quoi? V8, quand on estime la somme, c'est plus de 80 millions de francs CFA. Vous multipliez 80 millions par 200 et quelques, ça saute. Ces voitures-là servent qui? Ça sert ceux qui sont d'en haut. Ils utilisent ça pour leur mission, pour leur... Pourquoi ne pas commencer justement à réduire un peu les dépenses en faveur de ce truc-là? Parce que quand vous regardez, ils parlent de véhicules, c'est très bien, mais ils ne ciblent pas. C'est là où la note, elle est quelque part touffue en fait. On ne sait pas. Carburant, véhicule, mais où exactement? Où est-ce qu'il va commencer à couper? Avec quel circuit parce qu'il faut quand même, quelque part, c'est ce qu'on appelle le devoir à l'information. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on va commencer ces coupures-là. Donc, encore une fois, je pense que cette histoire-là n'est pas du tout claire pour le moment. D'accord, professeur. Et s'ils arrivent à le faire, il n'est pas dit également comment cette somme va être réutilisée? Non, en fait, c'est pas... Avant de répondre à votre question, le doyen doit parler des inventaires. Il parlait des inventaires des biens patrimoniaux au niveau des immeubles. Mais les véhicules, on ne peut pas avoir un chiffre du parc auto malien. C'est impossible. C'est impossible. Tous les véhicules du Mali. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quel est le parc auto du Mali? Chiffre exact du parc auto. Personne. C'est bien de dire on ne va plus acheter, comme je le disais tout de suite, on ne va plus acheter. D'abord, il faut qu'on sache quel est le parc auto. Vous avez des pays où il y a des millions de véhicules. Vous allez aux États-Unis, le parc fédéral est immense, mais ils connaissent le nombre. Ils connaissent même le nombre des maisons qui sont mises en construction. Mais au Mali, on ne peut pas avoir ce parc auto. Avant de dire on achète plus, qu'est-ce que l'on a? Est-ce que c'est bien affecté? Et on pourrait, en sachant que tel ou tel ministère, tel ou tel département a telle quantité de véhicules, on le prendre, les affecter à notre service. Par rapport à la diminution. En fait, la diminution des dépenses, les 14 milliards d'économies, ce n'est pas des économies qu'on va réaffecter. C'est de l'argent qu'on n'aura pas dépensé, mais ça ne veut pas dire qu'on va le réaffecter. Ça va devenir quoi? C'est-à-dire que votre question, c'est dire que si on économise 14 milliards, on va forcément réaffecter ces 14 milliards dans une autre ligne budgétaire ou bien dans une autre dépense. Ah non, on économise. Il ne faut pas oublier qu'on est en déficit de 380 milliards. Ouais. 387 milliards. Et le déficit cumulé, bien sûr, ça ne se reporte pas mécaniquement. C'est environ en 5 ans, c'est plus de 1300, 1400 milliards. Bien sûr. Est-ce que le Mali peut combler ce déficit? Plus de 300 milliards. Il tente, on émet des obligations. Et souvent, les ministres sont fiers de dire qu'on est fiers d'avoir émis des obligations, on est fiers de s'être endetté. Mais la corollaire, c'est quoi? C'est qu'on va payer des intérêts. Et tout ce qui a été pris pendant le premier mandat et jusqu'à maintenant, tous les emprunts obligataires à 7 ans commencent à venir. 2019, c'est les premiers emprunts qui commencent à être remboursés. Il faut voir également ce lien. Le professeur Boiré, professeur Soumaré l'avait évoqué, et il y a Phili Diallo qui a posé aussi la question sur Facebook. Il dit « Il est facile de promettre, mais difficile de tenir les promesses au Mali. Où en sommes-nous avec le rapport du vérificateur général ?» Ben, disons que le rapport du premier vérificateur est parti aux oubliettes. C'était M. Sidi Soso Diarra. Et le président lui-même, dans une émission télévisée, ne s'est pas gêné de dire que le vérificateur gagne plus que lui. Ça vous donne l'état d'esprit de la situation. Alors, pour revenir
au problème de l'augmentation des dépenses pour les billets d'avion et les missions. Mais ça rejoint le problème des avantages en nature. Les fonctionnaires maliens sont très mal payés. Alors, comment peuvent-ils avoir le supplément d'argent? C'est avec les per-diem. Et pour avoir des per-diem, il faut multiplier les missions. Et même si elles sont farfelues. Et donc, ce genre contribue à une progression énorme des dépenses du pays. Et c'est pour cela qu'on veut rationaliser les dépenses publiques, les réduire tout au moins pour, en tout cas, donner une indication aux pays qui nous donnent des subsides année après année, comme quoi on est en train de faire un effort pour rationaliser. Mais au fond, le problème, ils ne se sont pas attaqués à la racine du problème. Et tant que cela ne sera pas fait, on continuera à être un pays mendiant et à soulever des tensions qui peuvent être évitées dans notre pays. D'accord, je vais revenir sur la question parce qu'elle est posée par Mariam Traoré, une dame sur Facebook. Elle parle du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, doivent montrer l'exemple en réduisant leur train de vie eux-mêmes et leur fameux fonds de souveraineté. Toujours est-il que dans un État, lorsqu'on gouverne, il faut quand même un minimum, une petite dose de ce qu'on appelle le leadership. Le leadership sans la responsabilité et l'exemplarité, ça ne peut pas aller. Donc, vouloir dire que vous allez rationaliser commence d'abord par soi-même. Quand tu veux dire aux gens, expliquer à des fonctionnaires mécontents parce qu'ils gagnent mal, parce qu'ils sont mal nourris, parce qu'ils sont mal gérés, parce que les prix des produits de première nécessité ont augmenté, justement parce que le carburant a augmenté, il faut quand même être capable de dire voici ce que moi je vous propose. Accepter de vivre ainsi, moi aussi je vais diminuer mon train de vie. Donc, comme elle l'a dit, l'exemple doit venir effectivement d'en haut. Pas seulement que des ministres ou de leur département, mais ça doit commencer par la première institution de la République qui est justement le président de la République. Moi, je crois que c'est lui qui doit donner le pas. Mais pour revenir effectivement à la diminution de la dette, parce qu'après tout, la dette est un stock, ça a été effectivement évoqué par le professeur Soumaré, constitué par des flux qu'on appelle déficits. Alors, lorsqu'on regarde la situation de la dette aujourd'hui, c'est quand même catastrophique parce que 5 ans, on est déjà à 1000 et quelques milliards de dettes de francs CFA. Quand on regarde cela veut dire quoi? Cela veut dire que si aujourd'hui, génération présente que nous sommes, si nous sommes en incapacité de payer cette dette-là, c'est la génération future qu'on va mettre dans une situation de déficit de créance. Et s'ils ne sont pas capables de payer, c'est un véritable problème. Comment diminuer? Parce que la question est effectivement posée par Soumaré. Comment diminuer cette dette-là? Il n'y a pas 10 000 façons pour diminuer une dette. Soit on baisse les dépenses publiques, chose synonyme au Mali de réduction tout simplement des salaires, de réduction de, si vous voulez, d'intervention de l'État dans l'économie. Soit on essaie d'augmenter la croissance économique. Aujourd'hui, la croissance est en baisse. On a fait 5,1 points en 2018, on fera 4,9 points en 2019. Soit on augmente les recettes. En augmentant les impôts et les taxes, qu'est-ce qu'on fait? On sape effectivement l'économie de marché, la libre entreprise, parce que si les entreprises sont en incapacité de payer l'impôt à la hauteur de leurs profits, ils vont quitter tout simplement le marché. En quittant le marché, le chômage va augmenter. Quand le chômage augmente, les crispations sociales vont davantage augmenter. Quand on regarde cette configuration, on peut facilement se rendre compte qu'aujourd'hui au Mali, avec rien que cette situation des dettes-là, c'est tout simplement une bombe à retardement. Parce qu'il n'y a aucune mesure précise qui va dans l'optique de la diminuer. Incapable de la diminuer, on expose justement la génération future à un défaut de créance qui doit vivre mal parce que nous n'avons été incapables d'améliorer leur situation. Alors, professeur Boiré, dans ce contexte actuel, comment se porte l'économie du Mali? Mais l'économie du Mali ne va pas très bien. On peut le constater. C'est la situation ira probablement s'aggravant avec la création de nouvelles régions qui doivent être dotées financièrement et qui n'ont pas de ressources humaines pour gérer ces régions. Ça, ce sera un autre problème qui va suivre. Le problème qu'on a et qu'on a voulu vraiment pousser le gouvernement à faire, c'était jeter les bases de l'industrialisation de ce pays. On a les moyens de le faire et tant que ce ne sera pas fait, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir. Il y a eu un rapport que nous avions écrit. D'abord, le premier, c'était une note de prospective numéro 4. On l'a baptisé « Les vagues déferlantes du fleuve Niger ».
On a fait l'inventaire de tout ce qui est produit au Mali et qui est exporté dans d'autres pays. Et on a fait le différentiel à l'importation totale de ces pays à travers le monde et l'importation en provenance du Mali pour voir la part de marché que le Mali peut grignoter si le PIB de ces pays augmente ou même si, comment dirais-je, le prix du produit malien augmentait. Et on a recensé tous les pays qui appartiennent à cette configuration. Le rapport est déposé au secrétariat général du gouvernement. Le deuxième rapport était sur la répartition régionale de la population, de la production et de la consommation. Là également, toutes les régions, toutes les industries qui peuvent être créées région par région figurent dans ce rapport. Et c'est disponible. Moi, je l'ai apporté à main propre quand ils ont fermé la boutique, au secrétariat général du gouvernement. Bon, les agropoles faisaient partie, ils ont commencé à utiliser les agropoles. J'espère qu'ils vont se saisir de ces deux rapports pour essayer de faire quelque chose. Tant qu'on ne jettera pas les bases de l'industrialisation de ce pays, nous ne nous en sortirons pas. Et bon, avec la généralisation de la corruption, et il vous le dira, et les choses s'empirent, ne font que s'empirer. Parce que bon, c'est un pays de clientélisme. Et les choses fonctionnent comme ça. Et quand il disait que bon, le Premier ministre, dans sa note, parle des intermédiaires, c'est du clientélisme, tout craché. Bon, je te sers aujourd'hui, demain tu penses à moi. Ou je te sers, tu me donnes une partie de ce que je te donne. Et tout fonctionne comme ça. Et un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas gérer un pays sur la base du pilotage à vue. Ce n'est pas possible. Et les gens qui veulent dire ça clairement ne veulent pas entendre parler de le ministre qu'ils ont débarqué, Konima Sidibé. C'est l'un des ministres les plus intégrés qui soit. Parce qu'il a son bureau d'études, il n'a pas besoin de l'État pour faire son travail. Mais lui, on l'a débarqué. Je ne sais pas pour quelle raison. Hachim Koumaré, qui s'occupait des transports, et lui aussi, c'est un éminent cadre qui a fait l'ENAC de Toulouse, qui a été employé par l'Union africaine. Après sa retraite, bon, il a servi comme conseiller spécial avant d'être nommé ministre. Eh bien, la majeure partie des routes qui sont en train de terminer maintenant, c'est lui qui a lancé le projet. Et bien lui aussi, on l'a débarqué. D'accord. Alors, professeur Soumaré, est-ce la corruption qui bloque le processus d'industrialisation au Mali? Bon, ça serait trop dire que c'est déjà les industriels. Pour s'industrialiser, il faut qu'il y ait des industriels. Et au Mali, l'investissement va dans l'immobilier. J'avais lu un rapport de 2013 à maintenant, il y a plus de 1500 milliards qui sont allés dans l'immobilier au Mali. Donc, pourquoi, au lieu de construire des immeubles, on ne crée pas des industries? Vous n'allez pas me dire qu'avec 1500 milliards d'investissements dans l'immobilier, on n'aurait pas pu créer quelques industries. Je viens de le dire tout de suite. Vous avez regardé le scandale de l'élevage. On est l'un des seuls pays, je le dis toujours, à exporter notre viande sur pied. La viande, maintenant, elle est exportée congelée. La peau est traitée. On a des millions de têtes au Mali, mais ça ne sert à rien. On n'a pas d'industrie du cuir, on n'a pas d'industrie de chaussures. Imaginez le nombre de chaussures que l'on peut faire avec les vaches que l'on exporte. On n'a plus besoin d'importer des chaussures pour l'armée. D'accord, 30 secondes à vous. Est-ce qu'on va pouvoir combler le manque de 300 milliards? 35-40 secondes, je pense. Le manque de 300 milliards, aujourd'hui, à ce rythme, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Pour diminuer la dette, il faut augmenter la croissance. Ou bien, il faut augmenter les recettes, ou bien, il faut ce qu'on appelle diminuer les dépenses. Quand on regarde ces trois configurations aujourd'hui, c'est impossible au Mali. On ne peut pas, à vouloir trop augmenter les recettes, on tue l'économie de marché. À vouloir diminuer les dépenses de l'État, les gens vont se plaindre parce que leur salaire diminue.
la croissance va baisser. Pourquoi? Parce que l'insécurité sape l'image tout simplement de l'économie. Dans cette situation, vraiment, on ne peut que aller vers un modèle économique nouvel qui est tout simplement l'industrialisation. D'accord, on y reviendra. Au Mali, aujourd'hui, plus de 300 milliards de déficit est constaté. 52 milliards de francs CFA disparaissent par an selon professeur Soumaré. 50 milliards sont utilisés pour le fonctionnement des 8 institutions de la République selon Khalid Dambélé. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement annonce la réduction de plus de 14 milliards de francs CFA au crédit budgétaire affecté aux dépenses de carburant et de produits alimentaires ainsi qu'au processus d'achat d'avions et de véhicules. Quel impact cela va avoir sur le train de vie de l'État? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à nos invités, professeur Mamoutou Soumaré, économiste, membre du Centre de recherche et de réflexion sur la corruption au Mali, Khalid Dambélé, économiste, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Il est aussi chargé de cours au complexe universitaire de Kabbalah, et au professeur Oumar Boiré, économiste, directeur du Centre de recherche en sciences économiques et sociales, membre du think tank UEMOIA. Nouhoum Diré était à la régie vidéo, mise en onde assurée par Gagny Kanté. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour le prochain numéro du Grand Dialogue. Il est bien possible qu'on parle demain de la peine de mort. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.